Je crois que ce qui me caractérise le plus, c'est la phrase: «Les âmes du Nouveau Monde ne veulent plus naître, comme c'était le cas jusqu'à maintenant», c'est-à-dire sous le paradigme de la violence et de la soumission. Parce qu'au final, c'est un peu comme ça qu'on est tous nés. Je parle souvent de l'effet toboggan élargi. Alors déjà, le fait de voir autant de bébés qui sont déclenchés, fait qu'on leur dit: «OK, maintenant tu te soumets à notre décision». Donc ça, c'est vraiment l'énergie de la soumission, c'est pas toi qui décides. Et après, la violence, c'est déjà l'extraction instrumentale, ça s'appelle comme ça, hein, c'est horrible, mais bon, la ventouse, les forceps. Il y a beaucoup de femmes qui redoutent les instruments pour leur corps, leur périnée, par exemple. Ça peut être, j'ai peur d'une épisiotomie ou j'ai peur d'une déchirure. Et en fait, ce que malheureusement, elles n'anticipent pas, c'est la violence qui va être subie pour le bébé. Parce qu'une ventouse, ça a un effet évidemment physique sur le crâne de son bébé, puis ça a un effet énergétique. Le message énergétique, c'est t'es pas capable, je viens te chercher, je fais. Sur des degrés plus subtils encore, il y a l'aide à la restitution. Alors, ça paraît technique comme ça, mais c'est très facile à comprendre. Un bébé, quand il va se naître, hein, comme on dit, se donner la vie, il va faire un mouvement dans le bassin de sa maman. Et puis en général, d'abord la tête sort et puis après le corps. Et comment le bébé va bouger dans le bassin de sa mère selon la position de sa maman pour naître, ça s'appelle la restitution. Dans la médicalisation des naissances, dans ce qu'on appelle le travail dirigé ou l'accouchement dirigé, aujourd'hui, on voit quasiment plus du tout de femmes qui peut donner naissance de façon complètement libre. Ben, la main professionnelle va venir, alors pour certains, bouger la tête du bébé, pour d'autres aller carrément plus loin au niveau des épaules, et puis on va dire au bébé, dans le message énergétique, donc pas vraiment dans ce qu'on va lui dire avec des mots, mais avec son intention, laisse-moi faire, je sais mieux que toi. Et donc ça, c'est perçu pour le bébé comme une violence extrême, enfin du moins, ça c'est mon approche, c'est ma compréhension de ce moment-là, parce qu'il n'y a aucune raison aujourd'hui valable pour soumettre les bébés et en plus les violenter. Dans l'écrasante majorité des naissances, le bébé est capable de se mettre au monde seul s'il arrive à terme en bonne santé et que la grossesse évidemment a tous les feux ouverts, c'est-à-dire une grossesse à bas risque. Sauf que de nouveau, il y a ce phénomène de l'ignorance, mais la pire des choses, c'est que je ne sais pas que je ne sais pas. Et dans les phases d'apprentissage, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a 4 niveaux de phases d'apprentissage et j'aimerais quand même pouvoir faire un rappel là-dessus parce que c'est ce qui va conditionner tout notre apprentissage dans notre vie, peu importe de quel sujet il s'agit. Première phase, et c'est celle-ci la plus dangereuse, c'est j'ignore que je ne sais pas. Donc si, et ça on le comprend très bien avec cette phrase, si je ne connais pas mes options, je n'ai pas d'options. Je ne sais pas un exemple, je ne sais pas qu'il y a l'effet toboggan, je sais pas que ça existe. Bah, du coup, j'ignore qu'il y a ça, donc j'y vais la fleur au fusil et je sais pas ce que je risque. Ça, c'est la pire des choses. Ensuite, il y a une deuxième phase qui est la phase, on va dire, la plus intéressante. Déjà, pour le développement personnel, et puis pour pouvoir aussi quitter son ignorance, mais l'ignorance dangereuse, celle qui nous met en danger parce qu'on est complètement dans le cirage et on va être soumis au levier de la peur. C'est cette deuxième phase qui s'appelle l'ignorance consciente. À ce stade-là, je sais que je ne sais pas. Et donc, quand on est dans cette phase-là, bah, c'est génial parce qu'on va pouvoir se former et aller chercher les outils pour. La troisième phase, c'est qu'on commence à être dans une certaine forme de connaissance, mais consciente. C'est-à-dire que je dois me concentrer pour tout comprendre. Typiquement, quand j'apprends une langue, au début, je dois réfléchir à mes mots, comment on dit ça, puis oulala, il y a tout qui se mélange dans ma tête. Voilà, ça, c'est la troisième phase. Puis ensuite, la quatrième phase qui est extraordinaire, c'est typiquement, là, je suis en train de parler français, je réfléchis pas, ça sort tout seul. Je suis dans une connaissance inconsciente. Donc, l'extrême opposé de la phase de départ. Donc, je sais, c'est intégré en moi, c'est pas juste sur un plan mental et c'est OK. Donc, moi, j'amène les personnes sur ces 4 phases-là, mais disons que aujourd'hui, dans notre culture, ce qu'on voit surtout, c'est qu'il n'y a pas la culture de
attention, je suis ignorant, il faut que je me libère à travers la connaissance. On voit aujourd'hui, en moyenne, en France, les couples dépensent 14 000 € pour leur mariage ou 20 000 en Suisse. Bon, moi, évidemment, je suis née en Suisse. Pour 14 000 € ou 14 000 francs suisses, on n'a pas grand-chose en termes de mariage. Les Suisses, c'est plutôt autour des 50 000. Hein, les chiffres, c'est quand même hallucinant. Les budgets que les couples mettent en plus pour, en général, une journée où ça va être du stress, enfin, surtout pour la mariée, où elle va tout mettre en œuvre pour faire plaisir à la famille, à tati, à tonton, à mémé, à la cousine, voire pire, dans certaines familles, c'est à qui mieux de qui va faire le mariage le plus dingos. Mais blague à part, ce qui est triste dans tout ça, c'est qu'on est dans un paradigme où ça ne viendrait pas 2 secondes à l'idée de se dire, bah moi, je vais faire un mariage remboursé par l'État, je vais demander des aides pour organiser mon mariage. Ça ne viendrait pas à l'idée de partir comme ça. Si on dit à sa famille, ben moi je vais pas mettre 1 franc ou 1 euro pour préparer mon mariage et pour le faire, on va tous nous rire au nez en disant, ben t'auras rien en fait. Et pourtant c'est ce qui se passe au niveau des naissances, c'est-à-dire que dans notre contexte culturel, on nous a appris que pour se préparer à l'arrivée de notre bébé, en fait, on n'investissait pas, on allait faire les cours remboursés par l'assurance maladie, comme on dit en Suisse, ou la sécurité sociale en France. Donc, on se laisse complètement porter par le processus qu'on nous a mis comme ça sous le nez, alors qu'il s'agit là, pour le coup, d'un choix, d'une partie de notre vie, d'une expérience qui va complètement conditionner la façon dont notre bébé va naître. Et la femme aussi, parce que je reprends le parcours que nous avons, nous, en tant que femmes, que ce soit à l'école et évidemment dans notre éducation. S'il y a bien une chose à comprendre dans sa vie de femme, et aussi pour les hommes, et ça, c'est vraiment quelque chose qui a complètement changé ma façon d'accompagner les couples, c'est que quand la mère va bien, la famille va bien. Je le redis parce que, de nouveau, ça, c'est une pépite en or à toujours garder à l'esprit. Quand la mère va bien, la famille va bien. Pour que la mère aille bien, il faut déjà, qu'elle ait eu une expérience de la maternité et notamment de l'accouchement qui soit alignée avec ses valeurs. Ou en réalité, qu'elle ait compris ce qui se passe, qu'elle sente qu'elle est actrice de ce moment-là. Et pour arriver là, comme je le dis souvent, eh bien, c'est un investissement sur un chemin pour préparer ce qui va se passer. Parce que quand on voit ce qu'on nous apprend, donc moi, j'ai évidemment pas échappé pour ma première fille, j'ai fait tout le cursus qu'on m'avait mis là sous le nez, on va dire le cursus classique, cours de préparation à l'accouchement. Et puis alors moi, j'ai carrément fait la totale. Hein, je vais en raconter quelques bribes après, mais en fait, on ne nous apprend absolument pas ce qu'est la physiologie de la naissance, parce que il y a un fossé gigantesque entre ce que les professionnels apprennent pendant leurs études et ce dont on a besoin pour accoucher de façon sécuritaire et surtout, on va dire, relativement vite. Parce que la première chose que j'observe souvent, c'est oui, mais en fait, on va m'apprendre des techniques de respiration pour gérer la douleur, parce que les femmes aujourd'hui qui veulent accoucher naturellement, elles se focalisent sur la gestion de la douleur. C'est bien, mais en fait, c'est bien plus vaste que ça, surtout dans le sens où la personne qui va nous préparer à la naissance, aujourd'hui, on ne nous explique pas qu'il faut la questionner sur qu'est-ce qu'elle a reçu elle-même comme, on va dire, comme cursus, comme formation, parce qu'il y a beaucoup de sages-femmes qui continuent de comparer la douleur de l'accouchement avec le fait d'avoir 20 côtes cassées sans anesthésie. C'est quand même énorme. Des femmes qui se retrouvent là à accoucher avec une sage-femme qui leur dit oui, mais t'es capable, tout va bien. Mais en réalité, énergétiquement, elles serrent les dents. Elles se disent, mais elle est complètement frappée, la pauvre fille. Moi, jamais je pourrais faire ça. Et ça, c'est pas rare. Ça existe vraiment très souvent. Donc, ces sages-femmes-là qui préparent les femmes à l'accouchement, qui continuent de leur expliquer qu'il faut faire la respiration du petit chien, ou alors qu'il faut à l'inverse prendre un sifflet et puis faire des respirations dirigées, ou qu'il faut tenir ses jambes contre soi pendant la poussée, puis on continue de leur apprendre en fait tout ce qu'il ne faut pas, parce que ça va les conditionner à de nouveau être dans une dynamique de soumission sur le dos avec des positions qui sont très connues pour étant défavorables pour la sortie du bébé, la gestion des contractions, etc. Et dans ce contexte-là, les couples suivent le chemin qui est devant eux, sans savoir qu'en fait, c'est ce chemin-là qui va tout droit les emmener sur l'effet toboggan. Donc, on est dans un contexte culturel qui aujourd'hui est remis en question par beaucoup de personnes
Et moi, mon rôle là-dedans, c'est de continuer d'encourager les couples à investir en eux parce que ce moment-là va conditionner la façon dont le couple va évoluer. Je rappelle quand même un chiffre qui est complètement hallucinant quand j'ai commencé à étudier les statistiques sur les séparations et j'en ai fait les frais pour ma première fille. Un couple sur 4 se sépare dans les 12 mois qui suivent la naissance de leur bébé. Un couple sur 4, c'est un truc énorme. Mais là où on explose les chiffres, c'est que ce soit un couple marié ou pas, ça change pas grand-chose. Il y a 1% d'écart, donc c'est quasiment rien. 45% des couples se séparent avec un pic à 6 ans de l'enfant. C'est-à-dire que on observe quasiment un couple sur 2 qui finit par divorcer ou se séparer quand l'enfant aura 6 ans. Et ce pic-là, on l'explique. Ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne, tu vois, c'est pas ils ont eu beaucoup d'enfants et vécu heureux jusqu'aux 5 ans et demi de l'enfant, puis tout d'un coup ça a dégénéré, puis paf, non. C'est quelque chose qui s'enracine et qui grandit depuis déjà l'expérience de l'arrivée de l'enfant. Aujourd'hui, on le sait, dans tous les ministères de la justice où il y a des médiations, etc., on a relevé que le facteur qui va accentuer et carrément même, pour certains analystes, conditionner une séparation de couple, c'est comment le couple a vécu, et notamment la femme, la naissance.